nostro vigore di vita! Sanguinaires, impitoyables, géniaux ou encore violeurs, le cinéma nous donne souvent la même image des Vikings. Mais qui étaient-ils vraiment? Des guerriers ou des commerçants? Des génies ou des barbares? Des artisans de génie ou de simples pillards sans foi ni loi? Nous allons découvrir le mode de vie de ces peuplades nordiques, leurs us et coutumes, au-delà des clichés et au plus près de la vérité historique. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier reportage épique, nous allons parler des Vikings. Mais au-delà des stéréotypes et des clichés, nous allons vous raconter leur monde. Commençons premièrement, si vous le voulez bien, par leur mode de vie. Premièrement, le mot viking ne désigne pas un peuple ou encore moins une origine garantie. En effet, les Vikings, certes, sont tous issus de la Scandinavie, mais aujourd'hui de pays bien différents, tels que la Norvège, la Suède ou le Danemark. En vieux norrois, l'expression « faire le viking » signifie partir en expédition lointaine, avec tout ce que cela comporte de sympathique comme le pillage, les attaques de monastères, le viol, les meurtres, on dira ça comme ça, mais également commerce et échange technologique. Un bon synonyme actuel de viking sera le mot pirate. Voilà, pirate mais également commerçant et explorateur. Le mode de vie viking comportait évidemment des similitudes avec celui de la même époque pratiqué en Europe occidentale, mais également des différences dues à deux importants facteurs que sont leur spiritualité qui était différente. Les Vikings étaient tous païens, tout du moins au début de la Viking au 8e siècle, et également des différences dues au facteur climat, qui était évidemment plus froid que le nôtre. Que mangeaient les Vikings? Plein de bonnes choses, me direz-vous. Et vous n'auriez pas tort. Car donc notre ami Ragnar se délecte de délicieux poissons qu'il trouve dans les rivières et les mers qui bordent son lieu de vie. Mais il déguste également des phoques ou des baleines, ou encore les animaux favoris du Père Noël, les rennes. Concernant les accompagnements, car il en faut aussi, Rollo se délecte de choux, d'haricots, d'algues ou encore d'avoine, mais également de céréales telles que l'orge ou le seigle. Grâce à ce régime hyper protéiné, le Scandinave a une taille moyenne de entre 1m72 et 1m75, ce qui fait environ 5-6 cm de plus que la moyenne de l'Europe occidentale. Il est évidemment plus baraqué. Comme boisson, il boit la plupart du temps de l'eau, mais également de la bière lors des banquets. Comment s'habillait-il? Eh bien, les anciens Scandinaves étaient bien plus cloqués que le personnel d'Ikea. En effet, ils portaient d'abord une sous-tunique en lin, qui tient chaud, et par-dessus une tunique en laine, plus esthétique. Les Scandinaves portent également des pantalons bouffants, sûrement d'inspiration orientale. Les couleurs sont très variées et les habits sont très richement décorés. Ils portaient beaucoup de bijoux car les Scandinaves n'avaient pas de monnaie, donc la seule façon de montrer qu'ils avaient beaucoup d'argent était de porter énormément de bijoux. Les couleurs sont également révélatrices du statut social de la personne. En effet, avait-il assez d'argent pour la faire teindre dans telle ou telle couleur, ou portait-il du vulgaire HM? Tout n'est qu'apparence. Les femmes, quant à elles, portaient une grande tunique à bretelles teintes avec en dessous une tunique en lin. Les femmes vikings portent le maximum de bijoux, broches, etc., car elle est la vitrine de la réussite sociale de son mari. Mari qu'elle a d'ailleurs épousé très jeune, à 13 ans en moyenne. Les Vikings croient en la force du destin. Ils pensaient que les Nornes, trois divinités féminines, tissaient le destin à part du nouveau-né jusqu'à l'homme adulte. Néanmoins, l'homme ne doit pas subir son destin, il doit le prendre en main. En effet, chaque homme reçoit de la part des Nornes une part de sacré, le Gaifa, une part de force, le Mater, et une part de chance, le Megin. L'homme doit prendre en main son destin et doit l'accomplir. C'est pour ça qu'il y a chez les Vikings ce culte de l'homme accompli, et donc ce refoulement de l'homme faible qui n'accomplit pas son destin en quelque sorte et qui n'est pas digne d'être un homme. Ce qui est très important, donc il y a la force du destin, mais il y a également les liens du clan et de la famille. Le Jarl, qui est le chef du clan, a d'énormes responsabilités, car il doit apporter la chance et le bonheur sur le clan. C'est pour ça qu'il se doit d'être une personne courageuse, et donc de ne pas subir trop de défaites, entre guillemets, etc. Le roi, qui a encore plus de personnes à sa charge, peut, quant à lui, être puni quand il y a des catastrophes naturelles, etc., car ça prouverait qu'il n'a pas assez de Mater ni de Megin pour mener à bien le destin de son peuple. Parlons dès à présent de la société viking. Donc la société viking est basée sur le système clanique, donc c'est un
chef de clan, le Jarl qui dirige la société, tout du moins. En dessous de lui se trouve la classe des guerriers, donc les bondis, qui sont également cultivateurs et commerçants. Et donc les commerçants sont unis en général par des félags, donc qui sont des liens de coopération, etc. Il y a également les propriétaires terriens. Donc en dessous de la classe des guerriers se trouve la classe des ouvriers agricoles, entre guillemets, donc les personnes qui travaillent pour les grands propriétaires terriens, etc. Donc qui ont moins de place dans la société. Et encore en dessous se trouvent les thralls, qui sont des esclaves, donc qui n'ont aucun droit, évidemment. Donc cette société est une société extrêmement individualiste, car rappelons que chaque homme a un destin à accomplir. Donc il existe une compétition à la fois entre les Jarls, entre eux, pour prendre plus de pouvoir, etc., et entre les hommes libres et le Jarl. Donc la période dite viking, qui s'étend de 793, l'attaque du monastère de Lindisfarne, jusqu'au XIe siècle, est une période en fait de transition. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les pouvoirs royaux s'établissent. Ainsi, au XIIe siècle, il y a un roi au Danemark, et au XIIIe siècle, donc c'est assez tardif, il y a un roi actuel, maintenant en Suède. Sur ce sujet, je vous recommande d'ailleurs Arne, le chevalier du Temple, qui parle de la fondation du royaume du Danemark, etc. Sur fond de croisade. De Suède, pardon. Suède. L'unité royale a été réalisée en Norvège entre 995 et l'an 1000 par Harald de Cheveux Blonds. Cette unité royale, donc évidemment, a déplu à certains jarls, dont certains se sont exilés vers l'Islande actuelle. Donc vous pouvez voir un magnifique geyser ici. Et évidemment quelques photos de notre ami François qui est parti en expédition, bon on s'en fout. Hein. Et alors, donc, voilà. Donc certains jarls se sont enfuis vers l'Islande, qui est devenue une sorte de vassal en fait de la Norvège, jusqu'à 1944 et son indépendance officielle. Il faut savoir qu'à l'origine, il n'y a pas énormément de différence entre un jarl et un roi, le roi étant simplement supérieur au jarl parce qu'il revendique une descendance divine, enfin donc d'un dieu, hein, pas l'Islande s'est mise sous vassalité norvégienne parce que donc, les différents jarls n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, donc finalement ils ont dû s'en remettre au roi de Norvège qu'ils avaient fui à l'origine pour trouver un semblant d'unité. Mais ça a fait que le pays ne s'est pas développé beaucoup parce que justement le roi de Norvège s'en est désintéressé très vite une fois que le pays était mis en place, et donc jusqu'en 1944 l'Islande n'était pas un pays très développé. La compétition permanente qui existe au sein de la société viking est censée mener au bonheur commun et l'accomplissement de tout le clan. Le jarl doit être une personne charismatique et courageuse, toujours au premier rang lors des combats, et le guerrier, qui le seconde, lui doit quant à lui beaucoup de respect et doit lui dédier ses plus grandes victoires. Donc voilà, le guerrier dédie à son jarl ses grandes victoires. Et donc lors des combats, par exemple, le guerrier doit essayer au moins d'égaler son jarl en termes de combativité et de férocité. Dans la société viking, il y a également un autre personnage très important qui est le Skald, poète officiel du jarl, qui se doit de chanter les louanges des guerriers, mais sans exagérer les faits. Il a également un rôle très important parce qu'il transmet la culture orale des vikings, qui n'écrivent que très peu. Donc évidemment, s'il exagérait les faits, cela serait pris comme une insulte, et il finirait en pâté pour chien. Parlons à présent de la guerre chez les vikings. Pour ce chapitre des plus badass, nous allons tout d'abord parler de l'armement viking, puis nous allons aborder l'époque des grands raids avec François, notre expert historique tout droit débarqué de Sodome. Tout d'abord, la guerre chez les vikings, l'armement scandinave. Il faut savoir que tous les vikings n'ont pas la fameuse épée viking à double tranchant. C'est une arme chère et elle est fabriquée souvent en Rhénanie, donc dans ce qui est l'actuelle Allemagne, donc elle suppose un certain coût. On notera d'ailleurs que souvent les vikings donnent un petit nom à leur épée, donc cette tradition qu'ont les hommes de nommer leur épée ne date pas d'hier. Une arme beaucoup plus répandue chez les vikings est l'épée à un seul tranchant, la scramasax. Il en existe d'ailleurs plusieurs dérivés. Il existe des scramasax à manches plus ou moins longs ou encore des scramasax à cornes. Une autre arme très répandue chez les vikings est la lance qui sert soit d'arme de jet ou soit d'arme de coup d'esto. La lame est en forme de losange et dispose d'un petit arrêtoir en fer qui permet de retirer rapidement l'arme du corps de l'ennemi ou tout simplement de la cuirasse. Alors au niveau des protections, le viking remplace progressivement les protections plus anciennes en cuir et en laine par la brynja qui est une sorte de cotte de maille. Néanmoins les protections en laine et cuir restent très répandues. Du côté des casques vikings, ils sont souvent de forme conique et disposent d'une nasale qui protège le nez des coups. Il existe également des casques plus sophistiqués avec des bouts de métal qui protègent les yeux ou bien des filets de métal qui protègent le cou. Alors du côté des fameux boucliers ronds que l'on connaît tous
chez les Vikings, il faut savoir qu'ils ne sont pas utilisés dans tous les combats. Il n'existe pas non plus de modèle prédéfini comme ceux qu'utilisent les soldats du Jarlborg, donc c'est là une nouvelle erreur historique de la série Vikings. Les Vikings sont des pros des opérations commando, ils n'ont rien à envier aux GIGN. Comme disait Sun Tzu, connais-toi toi-même et connais ton adversaire et tu gagneras 100 batailles, et c'est exactement ce que les Vikings font. Vu qu'ils savent leurs désavantages dans les batailles rangées face aux Saxons notamment et autres peuples d'Europe occidentale, ils font leur maximum pour éviter ce genre de combat. Donc par exemple, ils font des pillages pendant les périodes où la population est à la messe ou autre, et ainsi ces attaques passent quasiment inaperçues, sauf quand la population et les soldats en armes ressortent de la messe et constatent l'immense pillage. On peut d'ailleurs voir une scène de ce genre dans Vikings. Ce faisant, les Scandinaves multiplient les coups de main et les embuscades contre les troupes isolées. Ils usent également de d'autres avantages qu'ils ont, sachant qu'ils sont légèrement plus grands que les peuples qu'ils victimisent. Ils utilisent des peintures de guerre et autres cris de guerre effrayants avant les combats, ce qui a évidemment un impact très grand sur leurs adversaires qui voient leur morale descendre à vue d'œil. Par contre, lors des batailles rangées, notamment face aux armées franques, les Vikings sont largement désavantagés. Les chroniques qui ont été rédigées par des moines chrétiens surestiment largement le rôle militaire des Vikings et leur capacité de destruction. Et donc, évidemment, vu que les moines ont subi les premiers ces attaques, ils ont été très effrayés parce que ce ne sont pas des hommes de guerre, et ils ont amplifié le mythe des Vikings. Mais nous retrouvons tout de suite François qui va nous parler des grands raids, et puis juste après un Jarl qui va nous parler de l'époque viking selon son propre vécu. On situe généralement l'époque des grands raids, le début de l'époque des grands raids en 793 par l'attaque de l'abbaye de Lindisfarne en Angleterre, donc en Northumbrie, qui correspond grosso modo à l'est de l'Angleterre. Cependant, on trouvait déjà mention des marchands scandinaves dans des sources romaines. Il y a différentes causes à ces raids. Certains historiens parlent d'une réaction à la christianisation forcée de la Saxe par Charlemagne au 8e siècle, d'autres parlent d'un choc démographique, ou alors une hypothèse aussi communément admise est simplement l'avidité de trésors et de richesses, et également, comme on peut le voir dans Vikings, le souhait de découvrir de nouvelles terres. Alors, nous allons d'abord parler des Vikings en Europe occidentale, et principalement de l'Angleterre, car les Vikings y seront très actifs. Leurs premiers raids se concentreront sur l'Irlande, où ils fonderont notamment la ville de Dublin. Ils s'attaqueront évidemment à toutes les îles britanniques. Ils pilleront les royaumes de Mercie, de Northumbrie et Essex, comme on peut le voir dans Vikings notamment. Mais l'invasion la plus spectaculaire aura lieu en 865, lorsque les trois fils de Ragnar Lodbrok, du semi-légendaire Ragnar Lodbrok, envahiront toute l'Angleterre avec la grande armée viking, déjà, pour venger la mort légendaire du père Ragnar, tué par le roi Ael de Northumbrie, jeté dans la fosse aux serpents, qu'on peut voir dans Vikings aussi. Le royaume qu'ils fondèrent prendra le nom de Danlo, en somme, la terre des Danois, et perdura jusqu'en 878, mais marqua durablement la région. De nombreuses villes ont encore aujourd'hui des noms à connotation scandinave. Ensuite, les assauts vikings s'estomperont un peu, laissant le temps au Wessex initier toute l'Angleterre. Ils reprendront ainsi au Xe siècle et au XIe siècle. En 991, les Saxons seront vaincus par les Danois et devront payer un lourd tribut. En 1013, le roi Æthelred, le mal avisé, sera contraint de s'exiler sous les coups butoirs des Vikings. Son fils devra lui ensuite affronter une menace bien plus grande. Knut le Grand, ce roi viking très connu, se taillera un empire considérable comprenant la Norvège, le Danemark et une énorme partie de l'Angleterre. La fin de l'ère viking en Angleterre est souvent datée de la bataille de Stamford Bridge en 1066, donc la même année que la bataille d'Hastings notamment, où le roi félon Harold détruira une grande armée de Norvégiens. La bataille se finira par un massacre. Si la bataille de Stamford Bridge marque la fin des grands raids en Angleterre, Guillaume le Conquérant l'envahira la même année, et ce dernier étant descendant direct de Rollon, un chef viking, duc de Normandie, jarl de Normand à l'époque. Peut-on vraiment dire que l'ère viking est finie? Maintenant nous allons parler des Vikings en Europe occidentale.
Donc leur première cible fut l'Empire de Charlemagne en 799. Et ils s'attaqueront à la Francie occidentale et notamment à Paris lors des célèbres sièges de cette ville, dont celui mené par un certain Ragnar au Prévenu et ses successeurs. Le mode opératoire est souvent sensiblement le même, donc les Normands ou les Vikings remontent la Seine en dracard et puis les villages alentours. Ensuite, ils pillent la ville qui est généralement peu défendue. La faute à la mollesse des descendants de Charlemagne qui se disputent 3 royaumes. À chaque fois, les Vikings repartent avec un butin conséquent et obtiennent un tribut pour épargner la ville. Les Francs étaient donc en PLS. Leur dernier siège en 889 sera suivi d'une défaite à Chartres en 911. À la suite de laquelle, les Normands, emmenés par Rollon, s'établiront en Normandie. Le territoire leur a été donné par le roi en échange de l'arrêt de leur reine. Rollon deviendra le Jarl, donc le duc des Normands. Normand vient du mot Normen, les hommes du Nord. Ensuite, les Vikings se sont également attaqués à Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Un de leurs faits d'armes les voit remonter le Guadalquivir et piller la ville de Séville. Nous allons maintenant aussi parler des Vikings en Amérique. Donc selon certaines sagas islandaises, les Vikings auraient découvert une terre appelée Vinland correspondant à la Terre-Neuve actuelle. Le nom Vinland viendrait du fait que cette île était riche en vignes qui produisaient un excellent vin. La légende stipule que c'est un marchand qui est pour la première fois débarqué en ces terres. Et après avoir raconté son récit au roi Leif Erikson, ce dernier partit en expédition et y installa un campement de fortune. Cependant, l'approvisionnement en bois y était difficile. Il faut savoir que cette légende fut confirmée par la récente découverte de camps vikings datant de cette époque en Terre-Neuve. Voici donc ce qui clôture notre partie sur les grands raids. Cependant, vous avez sûrement dû remarquer qu'il manque une grande partie de ces grands raids, que sont l'expédition des Vikings en Orient. Il fera l'objet d'un épisode bonus que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Et qu'en est-il de l'équipement militaire? Alors est-ce que les tenues de militaires dans Vikings sont-elles fidèles? Alors fidèles, oui et non, parce qu'on en retrouve dans la série, on retrouve des vêtements en cuir, donc des tuniques en cuir, donc oui, ça effectivement, on était plus souvent équipé de tuniques en cuir que de cottes de mailles, parce que les cottes de mailles, il y en avait peu, contrairement à ce qu'on pense, ils en mettaient peu, parce que c'était très onéreux. Au niveau de l'armement, on pouvait avoir aussi ce qu'on appelait des lamellaires en cuir bouilli, donc des plaques de cuir très lacées ensemble qui venaient protéger notamment le torse, et les avant-bras avec des canons d'avant-bras en cuir bouilli également qui venaient couvrir le coude. Mais c'était vraiment les seules pièces d'armure entre guillemets qu'on pouvait retrouver, puisque comme je disais précédemment, c'est vraiment plus du commando discret, l'attaque surprise, donc rapide, légère, qu'il fallait mettre en avant. Comme pour les boucliers en rond, évidemment c'est typique viking, mais c'était pas aussi répandu qu'on ne pense, puisqu'on a plus un encombrement qu'une réelle efficacité au corps à corps, puisque derrière le bouclier, quand on se protège, on ne voit pas forcément ce qui se passe derrière. Donc encore une fois, c'est vrai que c'était pas aussi répandu qu'on pouvait le croire. Pareil avec l'arme, on voit souvent des vikings avec tous des épées, mais en comparatif, je veux dire qu'une épée à l'époque, c'est un peu l'équivalent du prix d'une Porsche aujourd'hui. Tout le monde ne pouvait pas avoir une Porsche, donc tout le monde ne pouvait pas avoir une épée. Ils préféraient des armes courtes avec peu de fer mais efficaces, comme des petites haches ou des danax. Donc là, le fer était aussi petit qu'une hache, mais le bois pouvait faire ma taille à peu près. Et c'est vrai que c'était redoutable au combat, mais c'est là encore encombrant, mais c'est vrai qu'ils préféraient les petites haches ou les scramassages comme j'ai ici, qui permettaient d'être assez efficaces en combat rapproché, d'avoir une allonge, mais en même temps assez efficace pour des petites mêlées et des commandos discrets. On arrive par derrière, crac, on ouvre la gorge et bon, c'est parti. Mais bon, ils n'étaient pas aussi sanguinaires qu'on pense non plus. Ils tuaient que si vraiment ils ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'ils préféraient capturer pour revendre en esclavage derrière. Ah ouais. Il vaut mieux pas abîmer la marchandise. C'est vraiment si supérieur comme on peut le voir dans Viking au combat, c'est une légende finalement. Alors c'est oui et non, encore une fois, c'est très ambigu. Ça va dire la taille moyenne d'un Scandinave à l'époque était à peu près la même qu'aujourd'hui, donc on va dire 1m75.
Contrairement en Europe, ils étaient un petit peu plus petits, mais c'est les premiers à avoir vu les Vikings étaient souvent les moines qui étaient confrontés à eux. Donc physiquement moins taillés pour le combat et moins habitués au travail de force, comme par exemple la ferronnerie ou le travail du bois, le bûcheron, tout ça. Le travail de la terre moins aussi. Donc c'est vrai que les Scandinaves avaient été un peu plus athlétiques. On va dire que de par la rudesse de leur environnement, ils étaient beaucoup plus physiques puisqu'ils devaient tailler du bois, couper les arbres, travailler. Ils étaient tous artisans en plus d'être combattants. Et donc du coup c'est vrai qu'on a une légère différence au niveau physique, que ce soit les Scandinaves et les moines, hein, on a une différence flagrante, mais contrairement à ce qu'on pense, un Scandinave et contre un soldat franc, par exemple, il y aura une très peu de différence. Peut-être légèrement plus grand, mais très léger. C'est vraiment c'est par rapport au climat. Encore maintenant, on regarde un Suédois, c'est vrai qu'il a une taille moyenne un peu plus grande qu'en Europe, mais c'est vraiment à 10 cm près, c'est bon. Que pensez-vous de la série Viking finalement? Ça reste un bon divertissement, ça reste un bon divertissement, mais c'est vrai que ça fourmille de clichés et d'erreurs, que ça soit au niveau tenue, au niveau mode de vie ou même relations entre les différents strates de hiérarchie. Je vais prendre un exemple tout simple, le Jarl qui dirige le clan de Ragnar au début. On va dire que le Jarl à la base est élu en fait par son clan. Mais pour ça, il doit montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'il doit être tout le temps devant au combat, aucun homme n'arrivera en gros, l'idée générale, c'est qu'aucun homme du clan ne peut passer au-dessus du Jarl, le mot m'échappe. Surpasser, voilà, merci. Surpasser le Jarl, mais il doit au moins essayer de l'égaler. Voilà, donc le Jarl doit être toujours en premier dans les lignes au combat, il doit être le plus juste possible, il doit montrer l'exemple. Donc contrairement à ce qu'on voit dans la série où il y a des moments où il est quand même assez abject, il n'écoute pas vraiment ce que disent ces hommes, il ne prend pas en compte non plus leur dire. Et là, c'est vrai que là, il y a un truc qui cloche, parce que généralement, le Jarl en devait donner l'exemple. C'était une démocratie, hein, ni plus ni moins. Ils avaient tous le droit à la parole, ils avaient tous une voix qui comptait, hommes et femmes. Et l'égalité des sexes était bien présente. Et c'est vrai qu'on a ce petit truc qui gêne, on va dire, dans la série. Mais comme l'a expliqué le réalisateur une fois, ils ont plus préféré, ils n'ont pas voulu alourdir le scénario ni la série avec de l'historique pur, de peur que le public s'ennuie. Encore une fois, c'est dommage parce qu'on n'a pas du coup la vraie vision de ce qu'étaient ces hommes, hein, puisqu'ils ont quand même ouvert l'Europe aux chemins commerciaux et aux nouvelles terres, parce que c'est quand même les premiers à avoir mis le pied en Islande, au Groenland et au Vinland, donc les côtes de Terre-Neuve. Donc on a des preuves archéologiques maintenant d'échanges commerciaux et de pôles commerciaux sur les côtes américaines. Donc ça n'a pas duré du fait que la population locale les harcelait pour partir, donc du coup ça n'a pas marché. Mais l'ouverture des pôles commerciaux jusqu'en Orient, l'ouverture sur le côté, ils ont contribué à énormément de choses pour l'Europe. Malheureusement, on retient d'eux que le sanguinaire, le truc qui était d'ailleurs colporté par les moines qui étaient les seuls qui savaient écrire. Donc forcément, voilà. Plus les erreurs de traduction qu'on pourrait retenir comme ils buvaient le sang de leurs ennemis dans les crânes, ça c'est une erreur. C'est venu nous buverons le blot. Donc le blot c'est la cérémonie. Blot ça veut dire sacrifice. Donc ils ne sacrifiaient pas de poulie ni rien, ils versaient juste de l'hydromel au sol en sacrifice à la terre-mère. Et ils buvaient dans les branches courbes des crânes, qui est en fait une périphrase qui veut dire les cornes de vache tout simplement. Donc ça a été mal traduit, du coup, plus les sagas vikings qui ont été écrites 200 ans après leur ère. Donc il y a tout le système de christianisation qui a été fait derrière, donc qui ont fait que, par exemple, je vais dire les dieux scandinaves avec Loki qui représente le mal et Thor qui représente le bien, alors que chez les Scandinaves il n'y avait pas de bien ni de mal, il y avait de l'ordre et le désordre.
Et c'est plus une vision christianisée qui est venue après par la suite et qui a aussi fait que on les considérait comme... Nous espérons que ce premier épiquement vôtre vous aura plu, mais avant de vous quitter, je vais vous citer 3 anecdotes sur les Vikings qui vous prouvent qu'ils sont encore parmi nous. Premièrement, l'église viking. Et oui, en Islande, il existe encore une église viking qui a été fondée à nouveau dans les années 70 et qui compte plusieurs milliers de pratiquants. Aujourd'hui, il y a plus d'églises païennes qui sont créées que d'églises catholiques ou protestantes en Islande, et ce culte a été officiellement reconnu par l'État. Il faut savoir que, évidemment, il n'y a plus de sacrifice ni rien du tout, mais cette église se préoccupe des préoccupations de l'homme moderne comme l'écologie ou encore le mariage gay justement qui est reconnu par cette église. Deuxièmement, Bluetooth. Au Xe siècle, Harald à la Dent Bleue unifia les tribus danoises et une partie des tribus norvégiennes pour former un seul royaume chrétien et puissant. Cette figure mythique établit une connexion entre tous ces peuples les rassemblant autour d'un idéal commun. Ainsi, lorsque, au début des années 90, les développeurs suédois d'Ericsson ont développé la technologie de transfert sans fil que l'on appellera Bluetooth, ils ont pensé à ce personnage. En effet, donc Bluetooth signifie dent bleue, ce qui est une référence évidente à Harald, et le symbole de Bluetooth se compose en fait des runes H et B, qui sont les initiales de Harald à la Dent Bleue. Troisièmement, les reconstitutions vikings. Aujourd'hui, dans les îles Falkland, au nord de l'Écosse, la population revendique fièrement ses origines vikings en réalisant une énorme fête annuelle qui réunit des milliers de participants. En France, aujourd'hui, 5% de la population a des origines vikings, et certains sont tellement passionnés par ces origines potentielles et souvent vérifiées, qu'ils se lancent dans la reconstitution en quête du mode de vie de leurs ancêtres qui fondèrent le duché de Normandie.